Salut, c'est Emmanuel. Et moi, c'est Isabelle. Parce qu'on est tanné que les débats sur le français tournent simplement autour de ce qu'il faut dire et ne pas dire. On vous présente la réplique linguistique sur choc.ca. Isa, Manu. rien ne va plus. Je t'annonce que le français est en péril et qu'on assiste depuis quelques années à son déclin. Oh là là. Ou certains diront même à son naufrage ou à son abattardissement, imagine-toi donc. Mon Dieu, c'est des grands mots, ça. Mais c'est encore pire qu'on le pense, Isa. Le français se dégrade depuis au moins le 16e siècle. Et oui, certains écrivains se plaignaient déjà de la détérioration du français il y a 500 ans, soit avant même qu'il devienne la langue commune au Québec et en France, et avant même qu'il atteigne le rang de la 5e langue la plus parlée dans le monde. Il me semble que ça tient pas vraiment la route, là. Non, ça marche pas, Isa, ça marche pas. Hein? Comment une langue en pleine dégénérescence peut-elle devenir une des langues les plus parlées dans le monde? Hein? C'est contradictoire. Ouais. Alors, Isa, comment on explique ce sentiment de décadence? Hein? Comment comprendre que cette rumeur quasi médiévale ait fait son chemin jusqu'au 21e siècle? Eh bien, c'est parce qu'on a depuis longtemps cette idée que le français aurait atteint un apogée, une quasi-perfection à une certaine époque, et qu'il serait sur la pente descendante depuis. Mais pourquoi on penserait ça, au juste? Bien, tout simplement parce que plus un nombre important de gens se sont mis à le parler, plus il s'est transformé. Et quand certains locuteurs prennent conscience que la langue qu'ils ont apprise change, qu'elle évolue, eh bien, ils prennent peur et ils ont l'impression qu'on dénature la langue. Pourtant, c'est bien le propre d'une langue vivante d'évoluer parallèlement au monde qu'elle décrit et qui lui-même change constamment. Mais à quoi on fait vraiment référence, là, plus concrètement, pour parler de dégradation? Bien, quand on parle de dégradation du français, tu l'auras peut-être remarqué, Isa, c'est très souvent les vilains anglicismes qui sont mis au banc des accusés, surtout au Québec. Il y a quasiment un consensus dans la société sur le fait que l'anglais polluerait le français. Mais on manque peut-être un peu de nuance en oubliant que c'est tout à fait normal et même inévitable qu'une langue emprunte des formes linguistiques à d'autres langues. Déjà, il faut savoir que le français est lui-même formé à partir du grec, a été formé à partir du grec, du celte, du latin et j'en passe. Et qu'on le veuille ou non, l'anglais à notre époque est devenu la lingua franca, c'est-à-dire la langue des échanges internationaux. Un peu comme l'était le latin à une autre époque, qui lui-même a laissé des traces dans beaucoup de langues modernes. C'est donc attendu que l'anglais prenne plus de place que d'autres langues étrangères dans nos vies actuellement. Mais le fameux franglais, là, lui, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Si on s'intéresse aux études sur la question, il n'existe pas de preuves scientifiques, en fait, de l'émergence d'une langue hybride comme le franglais. L'analyse de plusieurs corpus de français parlé, ici comme ailleurs dans la francophonie, nous indique plutôt que le français contiendrait jusqu'à 1% d'emprunt à l'anglais. OK. Intéressant. C'est pas si énorme, finalement. Là. On est loin de 50% chacun. Là. On est loin de ça, c'est vrai. En fait, il semble que le choix, parce que l'anglais est quand même là, on peut pas le nier, mais il semble que le choix et la fréquence d'usage des anglicismes varient simplement au gré du temps et selon les tendances linguistiques du moment, selon les générations, par exemple. Bien entendu, c'est pas une raison pour arrêter de légiférer sur la protection du français d'ici, qui reste quand même une langue minoritaire en Amérique du Nord. Mais disons que ça vaudrait peut-être la peine de passer un peu moins de temps à s'insurger contre les anglicismes pour plutôt mettre notre énergie sur une réelle valorisation du français d'ici. Exact. Par exemple, en faisant des capsules sur la linguistique. Exactement, Isa. Et lorsqu'il est question de détérioration du français, Isa, tu auras aussi remarqué peut-être qu'on fait référence parfois au monde numérique et à son influence sur l'écrit. Oui. On entend souvent ça. Aujourd'hui, beaucoup des échanges avec les amis et la famille se font en ligne et cherchent donc à reproduire la spontanéité et l'efficacité de ce qui pourrait être dit à l'oral. C'est pour cette raison, entre autres, que l'écriture numérique a recours à des mots simples, à des abréviations, à des emojis. C'est tout à fait normal d'y retrouver une variété de langues plus familières. Parce que, devine quoi, Isa? Quand on échange dans le quotidien avec nos proches, on s'attend pas à ce qu'on parle comme un livre. Hein?
Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, l'écriture dans la sphère publique était réservée à un nombre restreint de personnes, comme à des journalistes ou à des auteurs qui étaient des experts de la norme du code écrit. C'est plus le cas aujourd'hui, où tout le monde est amené à écrire constamment, ce qui entraîne nécessairement plus de variations à l'écrit. Okay. Mais qu'est-ce que tu réponds là, aux gens qui disent que ça nuit aux compétences en écriture? En fait, Isa, plusieurs études ont démontré que l'écriture numérique ne nuit pas nécessairement aux compétences à l'écrit en général, notamment à celles des élèves qui apprennent à écrire. En fait, tout comme à l'oral, une personne est tout à fait capable de passer d'un registre familier à un registre plus soutenu selon le contexte. Comme locuteur, on est toujours amené à utiliser plusieurs codes, voire plusieurs langues, sans pour autant les confondre constamment. Oui. Ce qu'il faut développer chez les élèves, au fond, c'est la capacité à faire la différence entre les contextes relâchés et les contextes plus formels pour y adapter son style d'écriture. Oui, exact. Par exemple, en apprenant aux élèves à faire la différence entre un texto envoyé à un ami et la rédaction d'un courriel ou d'une dissertation qui demanderait un français écrit plus soutenu. Les jeunes sont capables de faire cette différence-là. Oui. Bref, Isa, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'une langue pure et immuable, ça n'existe pas. Le français, c'est pas fait pour être exposé dans un musée. C'est fait pour être partagé entre locuteurs, pour qu'on se l'approprie et qu'on l'adapte à nos besoins. Le réel danger pour une langue, c'est que ces locuteurs s'en désintéressent parce qu'on leur refuse cette liberté-là. Bon point. Merci, Manu. Merci, Isa.